Jingle. J'espère que tout le monde s'est bien restauré, que vous avez eu le temps de recharger les batteries. Je vais vous faire une présentation des personnes qui m'accompagnent. Donc, tout à ma gauche, vous aurez Marie Calarus, membre du Bureau fédéral. Toujours à ma gauche, Steve Manteau, membre du Bureau fédéral. À ma droite, vous allez avoir Stéphane Petit-Demange, membre du Bureau fédéral. Et toujours à ma droite, Leïla Khelifa, membre du Bureau fédéral. Et quant à moi, j'ai le plaisir de vous présenter la présidente pour cet après-midi de congrès, également membre du Bureau fédéral, Christelle Schaeffer. Donc, j'invite, nous allons avoir l'intervention de l'URI, j'invite Madame Valérie Guillaume, secrétaire régionale de l'Union régionale interprofessionnelle Auvergne-Rhône-Alpes, à monter à la tribune. Bonjour, j'ai l'honneur et le privilège de vous tenir éveillés, malgré certains d'entre vous se sont levés très tôt ce matin, plus après déjeuner, mais je vais tenter, j'ai pas peur des défis. Alors bonjour à toutes et tous, c'est un immense plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue en région Auvergne-Rhône-Alpes, alors plus précisément sur les terres des volcans d'Auvergne. Ils sont éteints, mais jusqu'à quand ? Non, rassurez-vous, rien ne va venir perturber vos travaux aujourd'hui. Alors, plaisir de vous recevoir parce qu'il se trouve que je suis adhérente au syndicat Cap Auvergne depuis plus de 30 ans. C'est donc ma fédération que j'accueille sur le territoire auvergnat, dont j'ai la charge et dans notre belle région. Alors, certains et certaines d'entre vous reviennent en ces lieux, 4 mois après la tenue de notre congrès régional, ici même. Après votre CNF, ce sera au tour du congrès FGTE, dans un mois, jour pour jour, de tenir ses travaux de démocratie interne. Clermont-Ferrand commence à se forger une renommée. Ce sont bien ces moments de rencontre et de débat qui font notre richesse et nous permettent de décider collectivement des enjeux et des revendications à mener pour une société plus juste envers ceux et celles que nous représentons. Clermont-Ferrand, ville dynamique qui accueille 40 000 étudiants, ainsi que de nombreuses infrastructures et animations pour les accueillir. D'ailleurs, 3 jours leur sont consacrés en ce moment même, du 8 au 10, le festival du court-métrage, 2e festival de cinéma après le festival de Cannes. Ville sportive, notamment de ballon ovale, ville de tradition industrielle, avec Michelin notamment, mais bien positionnée également dans les industries pharmaceutiques comme Eurofartech, l'agroalimentaire comme l'Imagrin ou les eaux de Volvic, et l'aéronautique comme l'AIA ou SN Aéronautique. L'Auvergne tire également sa force économique du tourisme. C'est en effet la 4e destination en termes de fréquentation parmi les 12 départements que compte la région. Des actions en direction des saisonniers ont lieu, été comme hiver, en particulier des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie ou encore du tourisme social, secteur très représenté.
Globalement, ce sont plus de 59 000 salariés de nos secteurs professionnels présents, dont 43% sur le Puy-de-Dôme, 17% sur l'Allier, 15% sur le Cantal. La Haute-Loire n'étant plus rattachée à notre UTI depuis juin 2017, mais à celle de la Loire. Nous n'échappons pas aux nombreux emplois à temps partiel détenus majoritairement par des femmes et aux fermetures et restructurations de commerces alimentaires comme Cora ou Casino. Ainsi, la situation du groupe Casino et de ses filiales, Fleuron et Fierté Régionale, dont le siège est situé à Saint-Étienne, a connu de multiples rebondissements. Jusqu'à l'offre de rachat par le financier Daniel Kretinsky, qui prévoit une baisse des effectifs chiffrée à au moins 8 500 salariés sur l'ensemble du groupe. La situation particulièrement précaire, due à la dette et au rachat rapide du groupe, a donné raison aux conclusions de l'étude réalisée il y a quelques années par le syndicat des services de la Loire, qui avait clairement mis en avant des risques pour la pérennité de l'entreprise. Ainsi, l'effet siège social, combiné à la proximité de plateformes logistiques et de magasins, se traduit dans un PSE accéléré et une perte de 1 800 salariés environ sur le bassin stéphanois. Dans ces conditions, les différents acteurs du réseau des mandatés CFDT dans les organismes de l'emploi, notamment à l'instance paritaire régionale de France Travail, à l'APEC, sont en lien avec les élus CFDT qui semblent assez pessimistes sur l'avenir des sites stéphanois et du reclassement des salariés. Et nous leur apportons tout notre soutien. Mais le secteur de l'alimentaire n'est pas le seul touché. Et c'est malheureusement également le cas de nombreuses enseignes du secteur de l'habillement, avec d'autres secteurs subissant des dommages collatéraux, dont les entreprises sous-traitantes. Parce qu'un commerce qui ferme, ce sont aussi des répercussions sur l'activité d'entretien des locaux, le service de sécurité, le transporteur des marchandises et services associés, l'assistante maternelle qui gardait les enfants de ses salariés, ou encore le restaurant du coin qui voit sa clientèle habituelle se rétrécir. La CFDT est engagée auprès de tous ses salariés pour qu'ils s'organisent avec nous et puissent faire face aux défis des nouvelles formes d'emploi, avoir des revendications fortes en termes de rémunération, de pouvoir d'achat, de qualité de vie au travail, en organisant le travail autrement, mais bien sûr avec nous, parce que celui ou celle qui occupe le poste, il sait comment faire. La santé au travail et le maintien dans l'emploi restent préoccupants dans de nombreux secteurs de nos champs professionnels. Combinés aux faibles rémunérations, les employeurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils sont en manque de main-d'œuvre, car c'est le pur résultat de leur politique sociale et de l'absence d'ouverture de réelles négociations. La CFDT est fière de prendre en charge, souvent avec une certaine avance sur les autres organisations, les thématiques qui animent le quotidien des travailleurs et travailleuses. La CFDT est également engagée à travers ses instances interpro et les mandatés qu'elle organise dans de nombreux domaines transversaux que sont la santé au travail, la CARSAT, les services de santé, le handicap, la protection sociale, l'aménagement du territoire, l'emploi et la formation professionnelle. Autant de thématiques utiles aux salariés, ainsi qu'aux adhérents et militants, mais dont trop souvent l'existence et le fonctionnement leur sont méconnus. Un déficit de communication et d'information sur les nombreux mandats détenus par la CFDT, lesquels participent à une société plus juste en termes d'accès aux droits et à la conquête de nouveaux. L'exemple, la complémentaire santé, ou plus récemment le CETU et les reconversions. C'est donc aussi par le biais d'une meilleure connaissance mutuelle
que nous pouvons et devons renforcer nos relations au service du collectif. Enfin, il n'est pas possible d'intervenir devant vous sans parler de nos engagements auprès des salariés des TPE. Les salariés des entreprises de moins de 11, qui sont bien souvent encore plus invisibles que beaucoup d'entre nous ne l'ont été, notamment pendant la crise sanitaire. 1 salarié sur 4 dans ce pays est issu d'une très petite entreprise. C'est la même représentation dans la région. Très nombreux dans vos champs professionnels pour lesquels les élections se dérouleront du 25 novembre au 9 décembre. Si l'Interpro, l'URI, organise et coordonne chaque année de nombreuses actions en région, dont une trentaine en territoire auvergnat, parfois avec votre concours, il n'en demeure pas moins que nous devons, plus que jamais, travailler de concert pour faire voter nos adhérents. Ceux et celles que nous avons rencontrés lors des actions de terrain ou encore reçus dans nos permanences d'accueil. Souvent, 6 sur 10 sont issus de TPE. Nous sommes complémentaires et non concurrents, et vous avez exprimé un besoin de mutualisation concertée lors des rencontres des syndicats. Passons donc dès maintenant du dire au faire. Au 30 septembre, la région Aura compte 1807 adhérents TPE et 450 nous ont rejoints depuis le début de l'année. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais bien un travail de proximité régulier et une visibilité renforcée. Plus de 600 000 salariés de TPE sont présents en Auvergne-Rhône-Alpes et chaque voix comptera. Dans certaines branches, la représentativité est fortement, voire totalement portée par le résultat du scrutin TPE. Alors sachez-le, 2 ou 3 voix en plus ou en moins peut maintenir notre représentativité dans une branche ou nous en faire sortir. Et par ailleurs, même s'il s'agit d'un scrutin imparfait, nous le savons, c'est le seul moyen pour ces salariés de choisir l'organisation qui pourra les représenter, en particulier dans les négociations de branche. Leur voix compte. Nous devons nous mobiliser pour s'assurer qu'elles et ils votent. Enfin, ce sont également les plus éloignés du syndicalisme et ont un besoin d'être entendus sur leurs revendications et sont de ce fait plus sensibles aux sirènes du RN. Rapprochez-vous de vos UTI ou UPI pour inviter vos nouveaux adhérents, dont les adhérents TPE, à participer à la soirée visio avec Marie-Lise Léon le 18 novembre en début de soirée dès 18h15. Ce sera juste une semaine avant le vote et l'occasion pour eux d'échanger en direct avec Marie-Lise, de les fidéliser et mieux faire connaissance avec eux. Vous l'avez compris, l'Interpro via l'URI, ce sont des appuis et conseils de proximité, des lieux à votre disposition, des formations, de l'accompagnement et des outils pour vous aider dans l'accomplissement de vos mandats et de nombreuses missions, et ce, en complément de ce que la Fédération vous apporte déjà. N'hésitez donc pas à nous solliciter, et c'est avec plaisir que nous serons à vos côtés. Au nom de l'équipe régionale et territoriale, je vous souhaite de fructueux travaux, de partage, de convivialité et une excellente fin de journée en territoire auvergnat. Merci de votre écoute. Nous allons maintenant reprendre les interventions des syndicats. Pour rappel, vous disposez de 8 minutes. Je vais donc appeler Monsieur Noua Camara, syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône. Se prépare Monsieur Alain Pelé, syndicat Mouvement Association CFDT Île-de-France, ISMA CFDT.
Mes chers camarades, bonjour. Je me présente, Noah Camara. Je suis membre du bureau exécutif du syndicat des services du Rhône. Et je fais aussi partie de la société Primark France, dont je suis le délégué syndical central. Et j'ai une passion aussi dorée pour les sports de contact comme le MMA que je pratique depuis de nombreuses années. En garde mes camarades. Donc, nous souhaitons, nous, syndicats des services du Rhône, parler d'un sujet qui nous tient à cœur, celui des jeunes. Des jeunes au sein de notre syndicat CFDT, des jeunes. Cet été, j'ai eu la chance d'effectuer une formation au nom d'effervescence et on va s'arrêter quelques instants sur ce terme. L'effervescence, c'est quoi? C'est l'élan d'une équipe, c'est l'explosion de la vie des esprits qui s'animent et c'est la naissance d'un nouveau souffle, celui de cette jeunesse en ébullition. Oui, mes chers camarades, au temps et au lieu de cette formation qui s'est déroulée au Comète, au complexe d'Orléans. Oui, mes chers camarades, du 25 au 27 juin 2024, c'est à cet endroit où tous ces jeunes ont éclos. Venus de tout horizon, invités par cette effervescence en action. On a vu cette jeunesse qui souhaite participer plus, cette jeunesse qui a envie d'entrer aux portes de nos actions, la jeunesse CFDT qui a soif de savoir et veut nous apporter sa fraîcheur de modernisme. Oui, mes chers camarades, c'est la relève qui s'est réveillée, la relève qui s'est levée dans un élan de solidarité. Maintenant, je m'adresse aussi au bureau fédéral. Merci pour tout ce que vous faites pour nous permettre, nous, jeunes, de nous exprimer librement. C'est pourquoi nous pensons qu'il faudrait peut-être songer à créer un bureau fédéral jeune. Un bureau qui viendrait compléter les savoirs et les outils des seniors. Et des actions nouvelles avec des outils modernes comme les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat. Hein? Cela fusionnera l'action des jeunes et des seniors au sein de notre CFDT en effervescence. Voilà, mes chers camarades, je souhaiterais remercier tout d'abord mon syndicat des services du Rhône qui me laisse m'exprimer et me donne l'opportunité de transmettre mes idées jeunes et nouvelles. De remercier aussi ma section Primark France, toujours fidèle. Je pense aussi particulièrement à mon secrétaire général, M. Dominique Chouvy, du syndicat du Rhône, qui me pousse vers le haut et qui me permet d'échanger librement sur tout sujet, et ma pensée et mes souhaits. Et je pense également à mon permanent fédéral, M. Steve Mars, sans qui je n'aurais pas eu tous ces stylos et ces porte-cartes. Hein. Voilà. Et pour conclure, je souhaite remercier aussi la trésorerie, sans qui je n'aurais pas eu tous ces virements. D'accord? Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon CNF. Voilà. Merci. J'appelle donc Monsieur Alain Pelé, syndicat Mouvement Association CFDT Île-de-France, SMA CFDT. Et se prépare Monsieur Thierry Guyot, syndicat départemental CFDT Service du Var. Bonjour, j'interviens donc au nom du syndicat Mouvement et Association d'Île-de-France. Le secteur associatif participe de ce qu'il est convenu d'appeler l'économie sociale et solidaire. Force est de constater que ce tiers secteur est de plus en plus menacé par les politiques menées au cours des dernières années et de façon encore plus nette depuis l'avènement du macronisme en marche. Les néolibéraux ont manifestement plus de considération pour la liberté des entreprises et de leurs actionnaires que pour celle des structures qui organisent la société civile, incarnent ses valeurs, portent ses projets,
souvent à contre-pied des logiques de marché et de l'impératif du profit. Les menaces sont de plusieurs ordres, économiques, juridiques, mais aussi sécuritaires. Elles fragilisent considérablement les associations, entravent leur fonctionnement et compromettent leur pérennité. Cette dégradation n'est pas sans conséquence sur les conditions de travail des salariés du secteur, voire même sur leur emploi. Nous constatons une marchandisation et une financiarisation croissante de l'activité associative. La politique gouvernementale, aidée en cela par la réglementation européenne, tente à méconnaître les spécificités du secteur non lucratif et le met souvent sur le même plan, voire en concurrence directe avec les entreprises du secteur marchand. Tout cela se fait évidemment au mépris de l'engagement et de la valeur du travail réalisé et au détriment de la qualité du travail, du service rendu au public. Mais cette offensive idéologique ne s'y limite pas à sa dimension économique. Elle revêt aujourd'hui aussi un aspect sécuritaire de plus en plus marqué. Un des plus récents signes de cette inflexion est le fameux contrat d'engagement républicain, CER, institué par décret début 2022. Prenant pour prétexte la lutte contre le radicalisme religieux et contre les séparatismes, ce contrat d'engagement républicain prétend s'imposer à toutes les associations dès lors qu'elles sollicitent une subvention publique, une aide à l'emploi, un agrément, la participation à une instance de concertation, voire la simple utilisation d'une salle municipale. Il s'agit d'un texte passablement flou et ambigu qui autorise toutes les interprétations et les dérives. L'esprit de la loi de 1901 était de fournir un cadre clair à l'exercice d'une liberté élémentaire qui est le gage de la vitalité démocratique. La confiance en constitue le cœur. Aujourd'hui, c'est la défiance qui prévaut. Les associations sont suspectes a priori. Elles représenteraient potentiellement une menace pour la République et pour la cohésion sociale. Dès l'origine, les critiques ont été nombreuses et unanimes pour dénoncer ce texte instituant le CER et en demander l'abrogation. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Conseil national de la vie associative, le Défenseur des droits, de nombreuses fédérations et collectifs ont pointé le caractère dangereux et liberticide de cette mesure. L'utilisation qu'en ont faite certains préfets au cours des 2 dernières années est hélas venue confirmer leurs craintes. Ainsi, subrepticement, on réintroduit dans notre système juridique une sorte de régime d'autorisation préalable qui prétend distinguer les gentilles associations des mauvaises. C'est bien la logique répressive qui prévaut désormais contre toutes les actions revendicatives du corps social. Les syndicalistes en savent quelque chose, qui sont eux aussi de plus en plus confrontés à des manœuvres d'intimidation judiciaro-policière dès qu'ils contrarient les projets de l'exécutif ou les intérêts de ses puissants amis. C'est à une criminalisation de l'action collective que nous assistons. Les manifestations, les actes de désobéissance civile sont aujourd'hui regardés comme des atteintes à l'ordre républicain. L'expression d'un désaccord, d'une opposition, par exemple contre les grands chantiers de bétonisation, les atteintes à l'environnement, la privatisation de l'espace public, voire des ressources naturelles, se heurte aux ailes des préfectures ainsi qu'à la censure ou à l'autocensure des collectivités locales. La solidarité elle-même est devenue suspecte. L'engagement, l'activisme, la contestation, c'est le jeu normal d'une vie démocratique, ce n'est pas du séparatisme. Certes, l'action des associations peut être dérangeante et désagréable pour les pouvoirs en place, mais beaucoup de nos droits n'ont-ils pas avancé par la désobéissance ou par une action collective qui n'était pas toujours très polie ni très bien coiffée? Que seraient nos droits sociaux, le suffrage féminin, le droit à l'avortement, la lutte contre le sida, et la liste est longue, sans la détermination par voie spectaculaire et urticante des citoyens? Prenons-y garde, ces évolutions inquiétantes ne concernent pas seulement quelques associations militantes particulièrement remuantes ou médiatisées, c'est notre affaire à tous, syndicalistes, citoyens, engagés pour faire vivre le lien social et la solidarité. C'est bien de l'avenir de nos garanties individuelles et des libertés publiques qu'il s'agit.
il serait bon d'entendre plus souvent la voix de la Fédération sur ces sujets. Merci de votre attention. J'appelle donc Thierry Guyot, syndicat départemental CFDT Service du Var, et se prépare Caroline Sarthe-Mouréou, syndicat CFDT des personnels chambre, commerce industrie CCI. Bonjour à tous et à tous. Donc, je me présente, Thierry Guyot, secrétaire adjoint du syndicat des services du Var et président de l'Observatoire du dialogue social du Var. Donc, ça sera un peu moins protocolaire que les autres interventions, ce sera plus une information sur ce que peut représenter l'Observatoire du dialogue social pour certains. Donc, c'est une organisation qui a été créée par les ordonnances Macron en 2017 et sa mise en place a été effective en 2018. Donc c'est une organisation, c'est une organisation qui est tripartite et qui est représentée avec 6 représentants des syndicats de salariés et on a 6 représentants des syndicats patronaux et ainsi que la direction départementale du travail qui y siège. Ensemble, nous avons pour mission de faire un trou de mémoire. On doit faire un... il n'est pas bon de vieillir. Un bilan, voilà. C'est un bilan de tous les accords qui sont faits dans les entreprises de moins de 11 salariés. Bon, c'est en lien avec l'actualité qui va nous concerner pour novembre, avec les TPE. On est aussi en écoute de toute organisation, de toute entreprise ou de salariés qui pourraient nous saisir pour un problème de dialogue social au sein de son entreprise. Et on est aussi là pour conseiller les entreprises au niveau du droit social. Bon. Je ne vous cacherai pas que pour ces 2 dernières missions, on n'a jamais été contacté. Alors, la présidence, elle est partagée entre les syndicats patronales et les syndicats d'employés. Donc, cette année, on a eu l'élection, donc j'ai été élu président, désigné président de l'Observatoire. Bon, c'est tout à fait honorifique, c'est pas... et je vous rassure aussi, il n'y a pas de subrogation, il n'y a rien, c'est que du temps libre. C'est parce qu'on a envie d'exister, parce qu'il n'y a aucun moyen. Donc les missions sont intéressantes, mais il n'y a aucun moyen. C'est un peu tout ce qu'a créé Macron, c'est-à-dire qu'au niveau social, il a ouvert énormément de portes, mais il les a vite refermées, parce qu'il n'y a pas de moyens. Et ça, c'est un constat qu'on fait aussi avec le patronat, parce que figurez-vous que quand on est en réunion avec eux, ils pleurent. Ils pleurent parce qu'ils ont du mal à fidéliser leurs employés. Ils pleurent parce que ils ne comprennent pas. Pour eux, le dialogue social, c'est quelque chose d'assez abstrait. Donc, ils ont une grande méconnaissance de tout ce qui est ce sujet-là. C'est plus... les entreprises de 11 salariés, c'est plus du paternalisme qu'autre chose. Donc, ils ne comprennent pas que des gens aient des besoins ou autres. Voilà. Donc, ceci étant dit, c'est pour l'aspect réglementaire. Maintenant, je vais vous faire part de mes ressentiments après 4 ans d'exercice dans cette instance. Que dire ? Beaucoup de frustration parce que c'est très intéressant parce qu'on est quand même en lien avec l'inspection du travail, avec le patronat en direct. Et donc, il y a des liens humains qui se créent forcément et donc une certaine empathie. Et le revers de la médaille, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a très très peu de moyens. Voilà. Donc,
On est encore face à une macronisité, dirais-je, une de plus au niveau social de Macron, qui est très frustrante pour tous ceux qui veulent s'investir et avoir des résultats. Bon. Malgré tout, on a quand même un travail, et on a fait un travail récemment pour mettre en place des flyers et pour faire une communication commune avec toutes les organisations syndicales et l'inspection du travail au niveau des préfectures et des mairies pour sensibiliser les gens aux élections des TPE. En parallèle, on a aussi fait un flyer pour les CSE. Il va falloir conclure. Voilà. Donc, pour conclure, la route est longue, elle devient de plus en plus pentue, que ce soit au niveau économique et autres. Donc, courage à toutes et à tous, ne baissez pas la garde, l'espoir est là, le patronat est à 2 doigts de céder. Continuons. J'appelle Caroline Sarthe-Mouréau, syndicat CFDT des services Chambre Commerce Industrie CCI. Et se prépare Aurélien Gros-de-Mouche, syndicat des services de la Gironde. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Alors, je vais un peu synthétiser notre champ d'action parce que ce n'est pas facile de s'y retrouver dans les CCI. Alors, les CCI sont des établissements publics administratifs qui emploient des agents publics qui sont régis par un statut de 1954. Et depuis la loi Pacte, elles ne peuvent plus embaucher que des salariés en droit privé. Donc, à la CFDT CCI, nous représentons et négocions des accords pour des agents publics sous statut, donc en droit public, mais aussi pour des salariés de droit privé. Alors, cette précision faite, je vais reprendre l'histoire où je l'avais laissée au dernier congrès. Après un gros loupé et des longs mois de négociations, nous venions de signer la convention collective propre aux salariés des CCI. Alors, le gros loupé, je vais vous l'expliquer tout de suite, parce qu'il va expliquer tout le reste. Donc, en égo, face à nous, on a la CFDT CCI, a une intersyndicale permanente, franchement contrôlée par la CGT, dont l'objectif premier est plus de nous affaiblir, puisque la CFDT CCI a un taux de représentativité supérieur à 48% dans les CCI. Et donc, l'objectif de l'intersyndicale, c'est donc de nous affaiblir plutôt que de contrer les propositions toujours plus basses de l'employeur. L'intersyndicale a donc rejeté la première convention collective sur laquelle la CFDT avait beaucoup travaillé. Ça ne leur convenait pas. Résultat, nos collègues et les salariés sont restés pendant près de 3 ans, régis par le simple code du travail. Et une seconde convention collective a été réduite à sa plus simple expression, a été proposée par la tête du réseau afin que toutes les organisations syndicales puissent la signer. Nous reste donc aujourd'hui un grand nombre d'accords à négocier. Un des premiers, c'est l'accord télétravail. On connaît tous ici les difficultés de négociation dans les CCI, les difficultés de négociation sur le sujet, mais dans les CCI, on a encore un petit défi supplémentaire à relever, c'est qu'on ne négocie pas au niveau national avec des opérationnels, c'est-à-dire des DRH ou des directeurs généraux, mais avec des présidents de CCI. Autre particularité, là encore, il y en a plein, des CCI, à leur tête, elles ont des présidents qui sont des chefs d'entreprise, élus par leurs pairs et qui se préoccupent très moyennement, voire pas du tout, du droit du personnel des CCI. Donc, les situations peuvent être vite compliquées en négociation. Vont s'ouvrir aussi des négociations très rapidement sur les rémunérations et les classifications. Et les annonces gouvernementales qu'on a entendues sur le besoin de réduction de la dette du pays ne nous laissent pas augurer un projet de loi de finances 2025 qui soit favorable aux chambres de commerce et d'industrie. Enfin, alors sur le sujet, on va être tous fixés jeudi. Comme vous l'aurez compris, comme dans beaucoup de services publics, lorsqu'on est agent ou salarié des CCI, on a méchamment du mal à se projeter ces derniers temps.
J'aurais pu ajouter que malgré la nomination du nouveau gouvernement, le réseau consulaire n'a toujours pas de ministère de tutelle. Les activités des CCI sont à ce jour réparties entre plusieurs ministères. L'industrie au ministère de l'économie, le commerce au ministère délégué du commerce et le tourisme à un autre. Mais bon, je pense que ça ne va pas nous aider à nous y retrouver. Dernier point que je voulais aborder avec vous, ce sont les centres de formation des CCI. C'est l'autre grosse activité des chambres de commerce. Dans les CCI, on fait de la formation professionnelle, soit en formation initiale, soit en formation continue. Les chambres de commerce sont le deuxième opérateur de formation après l'éducation nationale. Et les lois Pénicaud pour le droit de choisir son avenir professionnel sont tout simplement en train de détruire un appareil de formation reconnu dans de nombreuses branches professionnelles, mais qui ne veulent plus aujourd'hui les financer à la hauteur de leurs coûts. S'y ajoutent les errances stratégiques de nos directeurs d'école et les dernières annonces du Premier ministre qui veut raboter les aides à l'embauche sur les contrats d'apprentissage. Les finances des centres de formation des CCI sont invariablement dans le rouge. Notre syndicat se prépare donc aux annonces de fermeture de sites, de suppression de postes en cours et à venir. Et on est fermement décidé à la CFDT CCI de ne pas se laisser faire, parce que beaucoup d'entre nous l'ont souligné depuis ce matin dans leurs interventions, l'émancipation par l'éducation des travailleurs de demain, l'émancipation par la formation professionnelle de qualité tout au long de sa carrière de chacun d'entre nous n'est pas et ne sera jamais négociable. Voilà en quelques mots nos actions à venir. Nous sommes plus que jamais déterminés à défendre le droit à chacun à prétendre à une formation professionnelle de qualité. Merci de votre attention et excellent CNF à tous. J'appelle Monsieur Aurélien Gros-de-Mouche, syndicat des services de la Gironde, et se prépare Philippe Payogue, syndicat national des professions judiciaires, SNP-CFDT. Bonjour, donc je me présente, Aurélien Gros-de-Mouche, syndicat des services de la Gironde. Alors pour moi, c'est une grande première. Je suis désolé si mon texte est un peu tremblant et vous devez m'excuser. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous tenons à commencer par remercier d'être présents aujourd'hui à ce Conseil national fédéral. Nous sommes réunis ici autour d'un sujet qui nous concerne tous, qui nous est directement et profondément, la réforme des retraites. Il s'agit d'un enjeu qui dépasse la simple question d'âge de départ à la retraite. C'est une question de justice sociale, de solidarité et d'avenir pour nous tous. Nous allons aborder ce sujet avec un brin d'humour, car face à certaines situations, face à certaines injustices, il est parfois plus facile de rire que de pleurer. Mais au fond, il n'y a rien de drôle dans ce que nous vivons. La réforme qui nous est imposée, celle qui nous contraint à travailler jusqu'à 64 ans, a soulevé une vague d'indignation à travers tout le pays. Et nous, des millions de citoyens, nous avons levé pour exprimer notre désaccord, notre colère, notre lassitude face à une décision prise sans nous, contre nous. Pendant des mois, nous avons fait preuve d'un engagement sans faille. Nous avons pris part des manifestations, nous avons fait des grèves, nous avons sacrifié du temps, de l'énergie pour faire entendre nos voix. Nous avons montré à travers nos actions que la dignité dans la retraite, c'est une cause qui nous tient à cœur. Nous avons tous ici des proches, des collègues, des amis qui seront touchés par cette réforme. Nous avons tous nos raisons de nous mobiliser, mais au fond, ce qui nous unit, c'est une conviction partagée, cette réforme est injuste. Et que s'est-il passé après cette mobilisation d'une ampleur historique ? Quel est le résultat ? Un silence assourdissant de la part d'un gouvernement, un mépris manifeste pour nos revendications, pas un mot, pas une concession. On nous a simplement remercié de notre participation et donné rendez-vous à la prochaine fois. Comme si notre engagement ne méritait pas plus de considération. Mais nous avions des attentes légitimes. Nous pensions peut-être naïvement que nos efforts allaient être récompensés, que nos voix fortes et unies allaient enfin être entendues. Nous espérions qu'un tel mouvement, d'une telle mobilisation, allait faire bouger les lignes. Car ne l'oublions pas, nos revendications étaient simples, claires, pas de retraite à 64 ans. Ces slogans, nous les avons tous scandés haut et fort. La retraite à 64 ans, c'est non merci. On est là, même si Macron ne le veut pas. Mais malheureusement, il n'y a rien y fait.
Le gouvernement est resté sourd à notre cri collectif. Peut-être ont-ils pensé que nous étions simplement marchés pancarte en main, comme si nous profitions de ces moments pour une sorte de grand pique-nique citoyen. Et pour ajouter à l'absurdité, ils ont même mobilisé des forces de l'ordre pour nous encadrer, comme si nous étions un troupeau indiscipliné. Mais ils se trompent lourdement sur la nature de notre combat. Nous n'étions pas là pour le plaisir, nous étions là pour la simple habitude de manifester. Nous étions là par nécessité, parce que nous savons que cette réforme imposée sans concertation est une attaque frontale contre le modèle social pour lequel des générations avant nous se sont battues. Nous étions là pour nous défendre des principes fondamentaux, la justice, la solidarité, le droit à une retraite digne. Alors oui, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons perdu une bataille, mais cela ne signifie pas que nous avons perdu la guerre. Comme l'a dit le général de Gaulle, la défaite, c'est quand on renonce. Et nous ne renoncerons pas. Ce n'est pas une défaite définitive, ce n'est qu'une étape. Nous avons trouvé à travers cette mobilisation massive que nous sommes capables de nous unir pour défendre ce en quoi nous croyons. Et même si cela n'a pas suffi, cette fois, cela ne veut pas dire que tout est fini. Rien n'est fini. Aujourd'hui, nous devons apprendre de cette expérience, que nous devons tirer des leçons de cette mobilisation et surtout ne pas baisser les bras. Nous devons continuer la lutte, rester vigilants, ne jamais perdre espoir, car c'est l'ensemble uni dans cette solidarité que nous pourrons avoir un impact encore plus fort à l'avenir. Les jeunes, les moins jeunes, les travailleurs, les retraités, nous devons rester tous ensemble, soudés, car tant que nous croyons en notre cause, tant que nous restons déterminés, nous pourrons surmonter cette épreuve. La solidarité est notre arme la plus puissante, et c'est celle qui nous permettra demain de faire entendre notre voix de manière encore plus forte. Nous constatons que beaucoup d'entre nous se sentent découragés. C'est naturel après un tel combat. Mais souvenez-vous, ce n'est qu'une étape. Nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel. Ce que nous défendons n'est pas une question d'âge de départ à la retraite, de cotisation, de chiffres. Ce que nous défendons, c'est l'idée d'une société plus juste, plus solidaire. Une société dans laquelle chacun a le droit de vivre dignement après des années de travail. Pour conclure, en partageant avec vous une citation de Martin Luther King, qui me semble particulièrement appropriée en ce moment, nous devons accepter les déceptions limitées, mais ne jamais perdre l'espoir infini. Ces mots résonnent de chacun de nous, où nous avons subi une déception, mais cet espoir est l'espoir infini de justice et de dignité. Ne doit jamais disparaître. Nous sommes toujours là, plus déterminés que jamais. Et tant que nous resterons ensemble, nous pourrons continuer à avancer, à lutter et à défendre nos droits. Merci à tous et à toutes pour votre engagement, votre solidarité et votre détermination. La lutte continue et ensemble, nous ferons la différence. Merci à vous. Monsieur Philippe Payaug, la scène est à vous. Merci Madame la Présidente, quelle chance j'ai, bonjour à tous, et à ceux que je n'ai pas encore salués. Je voudrais, au nom d'abord à titre personnel, vous remercier tous les syndicats qui m'avaient désigné au dernier congrès au bureau fédéral de la Fédération. Nouvelle expérience qui s'est débutée avec Véronique Revillot qui nous disait le bureau fédéral, je ne veux pas que ça soit une chambre d'enregistrement. La parole est libre, vous pouvez vous exprimer. Eh bien, on l'a fait. On l'a fait et ça se fait à chaque bureau avec beaucoup de préparation, beaucoup de travail, je trouve beaucoup de richesse, beaucoup de courtoisie et beaucoup de respect de l'ensemble de tous les membres du bureau et de la commission exécutive. C'est une belle expérience et je voulais vous la partager. Merci pour le bureau fédéral. Je voudrais également remercier encore les syndicats, vous allez me dire que je vous remercie beaucoup, pour deux sujets importants. Un, ce sont le transfert des adhérents. Vous savez que les syndicats nationaux souffrent d'une difficulté, c'est que souvent, les adhérents dont la distribution incombe aux URI, si les dossiers sont mal renseignés par les salariés, partent dans les syndicats des services et pas forcément au syndicat national. Or, alors c'est vrai que chaque fois nous en parlons, nous vous écrivons, puis vous êtes sympa aussi quand même, il ne faut pas l'oublier, nous obtenons de plus en plus de transferts des syndicats services de gens parce qu'en toilettant votre fichier, vous vous rendez compte que vous avez un salarié chez un notaire, chez un avocat ou ailleurs. Donc nécessairement, vous nous les renvoyez, tant mieux, et je vous promets, on les bichonne.
Je voudrais aussi vous remercier, les syndicats toujours, pour les PAP, puisque les négociations de protocole, elles incombent au syndicat qui a la compétence. Donc, en fait, tous les offices notariaux, les administrateurs, les huissiers, tout ça, les commissaires de justice maintenant, les avocats, ça doit venir au SNPJ. Et beaucoup de syndicats maintenant nous transmettent quasiment en temps réel, d'ailleurs c'est souvent le jour même de la réception, ces PAP, afin que nous puissions les traiter avec efficacité et très rapidement. Merci, c'est vraiment important. Et puis, ça sera le dernier remerciement. Et ce coup-ci, je vise une personne en particulier, je ne sais pas si elle est dans la salle, c'est Julie Dufourneau, qui est notre représentante fédérale. C'est elle qui suit toutes les professions judiciaires. C'est une personne qui est arrivée très récemment à la fédération, qui s'est trouvée quasiment jetée dans l'arène des professions judiciaires, avec quand même un petit bagage. Sa prédécesseuse avant, Lise Verdier, avait su lui faire un beau testament pour lui dire voilà ce qui se passe dans ces professions. Et Julie Dufourneau, elle s'est retrouvée dans cette arène où elle a dû découvrir la négociation en branche avec des gens, des professions du droit, un peu de travers aussi quand même. Hein. Et il a fallu petit à petit qu'elle apprenne. Le problème, c'est que je crois qu'elle a trop bien appris. Parce que figurez-vous que, on ne sait pas pourquoi, mais ailleurs, plus haut, on a trouvé qu'elle avait beaucoup de compétences, cette jeune fille. Et donc, elle va très prochainement, enfin déjà, elle part vers des sphères supérieures que l'on ne peut atteindre, bien sûr. Et tant mieux, bravo à elle. Nous sommes évidemment désolés de la voir partir, mais bravo à elle. Et puis nous espérons surtout que de haut de ces sphères confédérales, elle puisse penser de temps en temps aux petits syndicats des professions judiciaires que nous étions. Allez, voilà pour les remerciements. Très brièvement maintenant, les professions. Alors les professions, globalement, je vous les sépare en deux. Les avocats, les huissiers, les administrateurs, les mandataires et les commissaires de justice, ils ont vécu morne pleine depuis le Covid. Il n'y avait pas de boulot, évidemment. L'URSSAF n'assignait plus, le Trésor ne recouvrait plus, les banques prêtaient mais ne recouvraient pas. Et donc tous ces gens-là étaient un petit peu à la rue. Bon, et ça repart. Alors ça repart avec de l'embauche un peu partout maintenant, avec du dumping d'un côté et de l'autre. Alors on se dit chouette, c'est super bien. Ah ben non. Ah ben non, parce que c'est surtout pour recruter du personnel, parce qu'il va falloir en licencier beaucoup dans les boîtes qui sont en défaillance, avec des liquidations judiciaires partout. Donc c'est vrai que dans nos branches, tant mieux, on a de l'emploi, mais en même temps c'est de l'emploi pour supprimer d'autres emplois. Bon. C'est un peu une particularité. Chez les avocats, ils ont une petite chose. Il y avait d'un côté les avocats professionnels salariés et le personnel des cabinets d'avocats. Ils ont regroupé, on a pu enfin regrouper ces deux branches, mais à droit constant, ça n'amène pas grand-chose aux salariés. Et puis, dernière profession, ce sont les notaires. Alors je vous le dis toujours, hein, les notaires, eux, ils se sont régalés durant le Covid, ils se régalaient déjà avant. Il y a eu une augmentation des taux d'intérêt, oh les pauvres, il y a eu moins de ventes. Mais enfin, il y a eu toujours autant de morts. Hein. Vous savez, les notaires, c'est et les successions et les ventes. Bon. Donc, ils n'étaient quand même pas tant que ça à la ramasse. Mais évidemment, la valeur d'ajustement, ce n'était pas de remettre tous les bénéfices qu'ils avaient engrangés avant. Ben non, c'est de virer des salariés. Ben évidemment, ça coûte cher. Donc, effectivement, là-dessus, on a eu beaucoup d'actions. Il y a eu des licenciements, pas tant que ça. Et les notaires ont trouvé des solutions peu respectables, notamment en faisant des avenants, des conventions entre le salarié directement et l'employeur, pour lequel le syndicat, il voit passer le train. On ne peut pas faire grand-chose. Donc ce n'est pas la plus belle profession actuellement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui dans les professions judiciaires. Vous pouvez être certain d'une chose, c'est que notre petit syndicat, le SNPJ, il s'en occupe de ses adhérents tout le temps, il les informe tous les mois, et au bout du bout, on essaie quand même d'amener ce soleil orange et les valeurs de la CFDT chaque jour pour éclairer l'avenir professionnel des gens des professions judiciaires, comme chacun d'entre vous, dans chaque syndicat, le fait, j'en suis certain. Merci. J'appelle Nathalie et Philippe, syndicat des services CFDT du Béarn,
et se prépare Victorien Godard, syndicat des services CFDT de la Côte d'Opale. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous présente Philippe Bueno. Donc, il est RS chez Atalian. Et moi-même, Nathalie Richer. Donc, je suis DS chez Thirier Distribution. Donc, nous intervenons pour le syndicat des services du Béarn. Nous souhaitons, avec vous exposer en fait 2 projets qui sont en lien avec la fédération, c'est-à-dire la transition écologique. Donc, ça paraît un peu léger comme sujet, mais en fait, c'est très, très important et nous, ça nous tient à cœur. Donc, le premier sujet concerne les déplacements en voiture des militants lors des formations, des congrès ou le CNF comme aujourd'hui. Il serait intéressant économiquement et écologiquement de mettre en place des plateformes inter-UD ou dans les URI afin de faciliter le covoiturage et éviter les déplacements individuels qui ne sont pas bons pour la planète. Nous en sommes tous conscients. L'idée est donc de rassembler pour agir. Un dernier exemple en date pour une formation à l'URI à Dax, donc dans mon secteur. 6 stagiaires du Béarn pour 3 voitures. Du covoiturage était déjà en place pour ceux qui se connaissaient, mais encore une voiture de trop pour un seul stagiaire. C'est aussi un excellent moyen pour se rencontrer, partager et développer son réseau. D'ailleurs, tous les 2, pour venir ici, nous avons rejoint la délégation de Toulouse, une très sympathique et joyeuse équipe qu'on salue, en fait, qui sont dans la salle. On les remercie beaucoup. Et puis notre deuxième sujet, c'est quand la transition écologique rime avec le commerce équitable et local, c'est encore mieux. L'idée de notre syndicat dans le Béarn est de s'orienter vers les goodies provenant de petites entreprises locales. Notre projet avance et nous avons déjà trouvé un producteur de confitures, de galettes et dernièrement de petits savons d'Oloron-Sainte-Marie en Vallée d'Aspe. Tout cela à moins de 2 € et aux couleurs orange, bien évidemment. Ce projet permettrait aussi de soutenir les TPE locales, de les faire et de nous faire connaître en mettant en avant nos valeurs environnementales. Nous n'oublions pas, bien sûr, leurs prochaines élections. Nous présenterons par la suite nos partenaires locaux aux autres syndicats du Béarn, donc l'UIS et URI Nouvelle-Aquitaine. Et qui sait, cette idée germera peut-être dans l'esprit d'autres syndicats sur le territoire. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Philippe. Ne t'inquiète pas. Alors, moi j'ai quelques remontées des travailleurs de la propreté du syndicat du Béarn. Les pertes de marché dans les entreprises de propreté plongent les salariés dans des situations intolérables pour nos militants de la CFDT. En effet, tous les salariés qui sont pendant plus de 4 mois en arrêt de travail au moment du transfert ne sont pas repris sur le nouveau marché. De plus, une inégalité existe sur ce sujet entre les salariés maîtrise cadre et les ouvriers. Si vous êtes agent de maîtrise ou cadre, en cas d'arrêt maladie, vous avez un maintien de salaire de l'employeur à partir du 4e jour. Mais si vous êtes ouvrier, donc vous gagnez moins, vous êtes doublement pénalisé puisque vous êtes couvert qu'à partir du 8e jour. Les travailleurs de la propreté comptent sur la Fédération des services pour avancer sur ce sujet au niveau de la branche. Je tiens à vous remercier, ceux d'entre vous qui ont aidé de près ou de loin des salariés de la propreté sur vos sites de travail. Vous êtes les premiers relais des syndicats dans vos entreprises pour convaincre les salariés du nettoyage qui nettoient vos lieux de travail, encore trop peu syndiqués en province, à quel point la CFDT peut leur apporter demain. Merci à la Fédération des services, en particulier à Damien Gros et Sandrine Villalon pour leur soutien.
Un guide de la propreté a été créé par la Fédération des services et transmis au syndicat. Il est riche en conseils. Il résume très bien les droits des salariés de la propreté. C'est un outil pratique pour les sections syndicales. On ne lâche rien. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute. J'appelle Victorien Godard, syndicat des services CFDT de la Côte d'Opale. Et se prépare Cédric Le Guélec, syndicat CFDT des services de Loire-Atlantique. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'éblouissez. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui lors de ce CNF dans la ville de Clermont-Ferrand. Alors, c'est très loin, Clermont-Ferrand, par contre, pour moi. Moi, je suis de Calais, donc... Juste pour rappel, le syndicat des services de la Côte d'Opale s'étend sur toute la côte, de Dunkerque au Touquet, en passant par Boulogne-sur-Mer, encore Calais ou jusque Saint-Omer dans les terres. L'actualité de cette première année de mandature a été intense, notamment liée à une conjoncture économique particulièrement instable et avec des perspectives à venir moroses, une dette abyssale que supporteront nos futures générations. Enfin, l'idée du Premier ministre de faire contribuer les plus hauts revenus et les entreprises dégageant de gros profits dans le désendettement de la France est sur la table, mais à quelles conditions ? C'est une première étape que la CFDT réclame depuis longtemps, à savoir qu'il n'y ait pas de privilégiés dans l'effort fiscal et dans une certaine forme de solidarité. Il y a matière à croire qu'il faut une véritable rupture aux 7 dernières années politiques d'Emmanuel Macron, tout en espérant que le nouveau Premier ministre pourra considérer les organisations syndicales comme des partenaires fiables du dialogue social dans toutes les négociations possibles et qui peuvent constituer une vraie protection pour les travailleurs et les travailleuses de demain et demandeurs d'emploi. En novembre 2023, une partie de la région de Saint-Omer a été frappée par des inondations. Des centaines d'habitations touchées et des habitants qui se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain. Notre syndicat a été force de proposition auprès de ses adhérents sinistrés et en plus des moyens humains et matériels que nous avons pu mettre à disposition de nos adhérents, le syndicat a fait un don de 100 € par adhérent pour les soutenir. Dans certaines sections, ce sont des jours supplémentaires de congés qui ont été octroyés, dû aux négociations. Les inondations sont revenues au mois de décembre et en janvier. Certains venaient de terminer leurs travaux quand ils ont été à nouveau touchés par les eaux. Juste pour exemple, Grégory Dubois, que vous connaissez certainement ici et qui est le délégué syndical central de Flunch, a été inondé 3 fois de suite, à 1,80 m d'eau dans la maison. Et cambriolé en plus de ça, oui. Notre syndicat est malheureusement en pleine ligne des drames liés au passage de migrants pour rejoindre l'Angleterre. Il y a un mois, alors les chiffres ont changé parce que récemment, il y a eu encore un mort. Il y a un mois, 12 migrants sont morts en tentant de traverser la Manche, ce qui portait, du coup, depuis le début de l'année, à 37 morts. Ce sont des humains comme nous qui cherchent à vivre une meilleure vie, une vie où la démocratie existe réellement. Nous ne sommes pas en mesure de leur donner des conditions d'accès minimales car les politiques ne font plus ce choix jusqu'à aujourd'hui. Pire, demain, ce gouvernement qui a une jambe guidée par le Rassemblement national
souhaite supprimer l'aide médicale d'État, dont je vous rappelle que seuls 30% des personnes en situation irrégulière en font la demande. Demain, c'est le risque que ces personnes qui veulent vivre dignement risquent de ne plus bénéficier d'aide, d'accès au logement et de pouvoir travailler. Tout cela ne colle pas aux valeurs humanistes que la CFDT a depuis des décennies, mais qui seraient uniquement dictées par choix politiques, dictées par une droite de plus en plus dure où le curseur est poussé au maximum. C'est le grand danger qui nous menace et menace également l'esprit du vivre ensemble. Regardez aujourd'hui, beaucoup de salariés provenant de l'immigration et intégrés travaillent dans le secteur tel que celui de la propreté, la restauration, la sécurité. Des postes sur lesquels bon nombre de personnes ne veulent pas postuler. Aujourd'hui, il faut que nous soyons à la hauteur de ces enjeux de société, éviter un déclin humaniste en faisant en sorte que nous soyons tous égaux, quel que soit ce que nous sommes et ce que nous portons. Je tiens également à remercier Stéphanie qui est venue lors de nos conseils syndicaux sur l'année 2024 pour apporter le soutien de la fédération. Et dans mon texte préparé, je n'ai pas noté, mais c'est pas préparé, donc là ça va être un peu de l'improvisation, mais je profite que Yvan est parmi nous pour lui faire passer un petit message. Les services, on en a marre des transports. On en a marre des transports. Les transports, ils nous piquent des adhérents. Les transports, ils nous déposent des listes à la place des services. Il y en a marre, il y en a marre. C'était mon naturel, désolé. Et j'allais parler d'effervescence, mais passer après Noua, il n'y a plus rien à dire. Hein. Merci à vous. Merci Victorien. J'appelle Cédric Le Guellec, syndicat des services de Loire-Atlantique. Bonjour tout le monde. Donc, alors j'ai cru comprendre que j'étais probablement le dernier à passer. Oui, le dernier des derniers. Étant donné qu'il est 3h15, que la dernière intervention était prévue à 4h, j'ai 45 minutes pour parler. Et c'est plutôt pas mal, non? C'est bien, ouais. Alors, bon, je précise que c'est ma première intervention, que c'est mon premier CNF, que c'est quasiment mon premier mandat, hein, parce que le précédent, c'était un petit peu bizarre. Donc, le syndicat des services 44 a eu son congrès le 19 mars 2024. L'arrivée de nouveaux membres au sein de l'exécutif a permis de mettre en place une nouvelle organisation. Certains ont découvert le fonctionnement d'un syndicat, moi le premier. Et dans le but d'avoir un maximum de fluidité, nous privilégions, avec mes collègues du bureau, la gouvernance partagée. Malheureusement, nous avons eu quelques épisodes malencontreux, comme par exemple sur des listes électorales ou des mandatements, dans les relations avec la fédération, faisant perdre du temps à tout le monde et créant parfois des tensions, ce qui était nullement souhaité, voulu de notre part. En tant que syndicat, nous sommes bien le relais de la fédération auprès des mandatés syndicaux, des sections et des adhérents. Comment pouvoir exercer pleinement ce rôle si nous ne détenons pas toutes les informations? Lors du dernier congrès confédéral, j'ai quand même parlé avec mes collègues avant, et lors des congrès fédéraux, il a été rappelé régulièrement la place du syndicat d'appartenance de nos adhérents et les obligations inhérentes à avoir une information collaborative montante ou descendante. Il ne faut pas perdre de vue que si la fédération fonctionne avec des salariés et des adhérents mis à disposition,
Ce n'est pas le cas des syndicats. La plupart des membres de l'exécutif prennent du temps sur leurs heures de délégation, et souvent plus. Certains le font bénévolement, et seule une mise à disposition partielle est attribuée à notre syndicat. Vous comprendrez aisément que le temps d'aller chercher des informations peut vite devenir énergivore, voire même anxiogène, voire nous mettre en porte-à-faux avec les sections, et que les membres de l'exécutif pourraient, durant le mandat, abandonner leur investissement, ce qui mettrait en grande difficulté le syndicat, aussi bien dans son organisation que dans notre rôle vis-à-vis des adhérents et salariés. Lors de préparation de listes électorales, de campagnes spécifiques ou tout autre sujet impliquant un travail conjoint, les échanges avec le syndicat sont un incontournable. Nous détenons des informations et avons des relations en local qui permettent d'appréhender au mieux possible les prises de décision. De même, lors de mandatements fédéraux, nous avons la demande d'avis, mais par la suite, seul le mandat est envoyé au syndicat. Nous pensons que la charte, même si nous la connaissons tous, devrait être envoyée avec celui-ci. Aussi, nous n'avons aucun visu sur les formations fédérales suivies, aucune information sur l'avancée du cursus des mandatés fédéraux. Pourtant, la charte est le contrat passé entre le mandaté et la CFDT. Mais c'est bien nous, en local, qui représentons la fédération. Les mandatés syndicaux et sections sont des relais pour nous. Et nous sommes, à notre tour, votre relais. Ce qui nécessite d'avoir des échanges fluides afin de gagner en efficacité. Vous comprendrez par cette intervention que notre seule volonté est de pouvoir travailler main dans la main avec la fédération, tant dans l'accompagnement en local que dans la transparence avec un maximum d'efficacité. Merci. Eh bien, écoutez, je vais vous annoncer que nous allons avoir une pause un peu plus longue que prévu. Vous avez vraiment été très, très efficace, hein. Je vous invite donc tous à vous rendre à l'espace exposant et à découvrir un espace de vente de produits régionaux, ce qui peut être plutôt sympathique, et à profiter de tous les partenaires et du stand de la fédération. On se retrouve tous ici dès 16h. Est-ce que Eratom, la reprise sera à 16h30. Je vous présente toutes mes excuses. Alors, 16h20. Ouais, c'est ça, beaucoup 5 minutes, j'ai vu.